Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer chaque semaine en compagnie de notre rédacteur en chef d'Endurance Mag, Geoffroy Barre. Salut Geoffroy. Salut Anthony, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je dis chaque semaine, mais évidemment il y a eu une petite pause, donc Oui. c'est la reprise. Après quelques jours, au mois d'août, pour profiter un peu de l'été. C'est le 27e numéro de notre podcast et nous allons présenter les 4 heures de Spa-Francorchamps, la 4e manche de la saison 2024 d'European Le Mans Series. Déjà sur les 6 au programme, on a passé le cap de la mi-saison à Imola et donc on retrouve finalement cette piste de ce circuit de Spa-Francorchamps, la piste belge, mais cette fois-ci en août, parce que d'habitude c'était plutôt en septembre. Donc on va revenir dans l'Endurance Club sur les infos, les stats, les chiffres pour vous permettre et nous permettre de vibrer et de connaître encore mieux le monde de l'endurance qui nous plaît tant. Alors Geoffroy, retour donc à Spa-Francorchamps comme l'année dernière, j'allais dire, c'est une épreuve maintenant très habituelle dans le cadre de l'ELMS. C'est toujours un bonheur pour toi, un plaisir de retrouver Spa-Francorchamps dans quelque discipline que ce soit. Évidemment, je m'attendais pas à ce que tu me demandes ça. Oui, carrément, moi Spa-Francorchamps c'est le circuit. C'est, tu vois, par exemple, moi qui ne suis pas un mec très assidu sur la Formule 1, je mate les résumés sur YouTube, mais je suis pas assis devant un Grand Prix de Formule 1. Il y a quelques exceptions, ça va être Monaco, alors que bon, c'est quand même une purge à chaque fois, donc je devrais arrêter. C'est plus pour le décor que pour la course. Oui, Mais Spa-Francorchamps, je fais souvent le premier de la saison ou un truc comme ça, tu vois. Et Spa-Francorchamps fait souvent partie des grands prix que j'ai plaisir à regarder parce que le circuit transcende tout, quoi. Enfin, le circuit est vraiment les 24 heures de Spa-Francorchamps, les 1000 km, les 6 heures, bon voilà, on a que 4 heures, mais enfin c'est à chaque fois effectivement c'est un circuit, il y a du spectacle, il y a toujours de belles choses, quoi. Ah, je me souviens effectivement de scénarios et de dénouements, notamment en GT. Je reprends toujours cet exemple, mais avec la reprise en catégorie donc GTE à l'époque, avec Raël Frey et Felipe Lazer, où vraiment ça s'est joué à la reprise après un full course yellow. D'ailleurs, on va y revenir dans quelques instants, où Oh là là. l'accélération a été bonne pour l'équipe Iron Dames et qui a réussi à dépasser et à monter sur le Ouais. podium face à l'autre Porsche de chez Proton. Donc voilà, ça fait partie des petits souvenirs. Il n'y a pas que ça, évidemment, mais c'est plutôt en lien avec ce qu'on va évoquer, parce que oui, il s'est passé quelque chose pendant notre pause. Eh oui, on semble être inactif. Pas du tout. On est encore très très concentré sur les actus. Et donc, à Imola, on se quittait en disant « Ah bah victoire pour Louis Delettra, c'est la 4e fois en 4 saisons qu'il s'impose eh bien, avec une 4e équipe consécutive. Bravo à lui avec l'équipe Aoba ITF sur tapis vert parce que l'équipe Anis Racing avait été pénalisée. Eh bien, que nenni! On regarde le calendrier, on regarde le point au championnat surtout, et on se rend compte finalement que l'équipe Anis Racing est en 2e position avec 40 points, à seulement 5 Ouais. petits points de l'équipe Inter-Europol Compétition. Que s'est-il passé, Geoffroy? Alors, fin juillet, l'info est tombée. En fait, l'équipe Panis Racing a porté réclamation et a utilisé le règlement. En fait, ils ont demandé une révision de la décision qui les concernait. Donc, c'était une pénalité de temps de Oui. 35 secondes qui était ajoutée à leur temps de course finale pour non-respect de la procédure de full course yellow. Et en l'occurrence, une anticipation de la part du pilote qui a accéléré trop tôt avant l'autorisation, avant que la période de full course yellow soit terminée. De 7 Donc, dixièmes. C'était Charles Milesi qui a priori anticipé voilà. de 7 dixièmes de seconde la réaccélération à l'issue du full course yellow. Voilà. Et donc, il semble, enfin, c'est le détail qu'on a, c'est qu'il y a eu de nouveaux éléments, des éléments importants et pertinents, si on lit précisément ce qui est dit, qui ont permis de changer la vision des commissaires et donc d'annuler cette pénalité de temps. De ce que j'ai compris dans les détails, l'enregistreur de données, il y a un enregistreur de données officiel de l'organisation, et puis il y en a un aussi du concurrent. Et en fait, il semble qu'il y ait des décalages, qu'il y ait un temps d'anticipation. Apparemment, il y aurait quand même eu une anticipation de la part de Charles Milesi, là-dessus on conteste pas, mais il y a eu un temps d'anticipation qui serait significativement inférieur à celui qui était enregistré par l'enregistreur de données officiel, qui est donc celui avec lequel les organisateurs ont pris la décision. Et il y a donc eu un réexamen, il y a un petit décalage, certes. En fait,
l'acquisition de données sur cette voiture, elle a, semble-t-il, un peu merdé. C'est-à-dire qu'il y a, c'est pas, il n'y a pas eu la précision chirurgicale au millième. Il y a un décalage qui est visible, donc bah, ça fausse un peu la prise de décision, parce que quand tu dis qu'il a anticipé, si on avait si on sait qu'il y a une marge d'erreur à 3 ou 4 secondes, bon, bah, il n'aurait pas eu la pénalité. Là, je sais pas quelle est la marge d'erreur, mais on le pénalise de 35 secondes de temps en plus pour avoir anticipé de 7 dixièmes. Je pense, de ce que je comprends, que du coup la marge d'erreur est peut-être de 3, 4, 5 dixièmes. Donc peut-être que finalement, Charles Milesi a anticipé de 0,2 et pas de 0,7. Donc le pénaliser de 35 secondes, c'est un peu lourd, donc du coup ils ont revu leur décision. Je trouve que c'est toujours difficile en fait parce que cette phase de full course yellow où le directeur de course Eduardo Freitas donc fait un décompte et ça c'est tout à fait justifié, il fait le décompte aux ingénieurs et aux personnes qui parlent aux pilotes en fait. Et donc il y a déjà un décalage avec ça. Donc imaginons qu'on sache qu'il y ait une petite tolérance, l'ingénieur peut peut-être anticiper un petit peu ce qu'il dit au pilote parce qu'il y a aussi un décalage entre ce que l'ingénieur dit et le pilote, ce qu'il reçoit dans ses oreilles et dans sa radio. Donc il y a vraiment plusieurs moments où on a des possibilités finalement d'avoir un petit délai. Et surtout, ce qui a été assez mal géré à l'époque, ou mal digéré plus exactement, par l'équipe Panis Racing, ça a été la sanction qui finalement a été enlevée. Donc ça, tant mieux. Mais je fais le lien avec les 4 heures de Spa-Francorchamps, puisque l'année dernière, en fait, il y a eu 3 voitures qui ont été pénalisées justement pour la même infraction. À Spa-Francorchamps, ouais. Ouais, à Spa-Francorchamps, exactement. Donc, tu vois, finalement, ça arrive pas sur toutes les pistes, mais à Spa, c'était le cas, avec notamment l'équipe de Racing Team Turquie, qui en fait, avec la voiture numéro 34, a été pénalisée de 2 secondes sur son temps final pour terminer, au lieu de terminer vainqueur de Pro-Am et de s'imposer donc dans cette et de terminer deuxième pardon au général derrière la voiture de l'Algarve Pro Racing. Eh bien, cette équipe Racing Team Turquie a été donc rétrogradée en troisième position et est restée quand même sur le podium. Donc ça a été une première chose. Donc pourquoi 2 secondes cette fois-là? Pour la AF Corse 83, même sanction pour avoir accéléré pendant le full course yellow et anticipé 4 secondes de pénalité. Et l'équipe Proton Compétition a accéléré plus tôt et a pris 10 secondes. Donc déjà là, en 3 infractions identiques, on avait 3 pénalités différentes. Donc j'avoue que je ne sais pas pourquoi. C'est ni pour critiquer ni rien, c'est pour essayer de comprendre en fait pourquoi il y a de telles sanctions. Donc ça serait peut-être pas mal de se dire que finalement si on a une anticipation de entre 0 et 2 secondes, eh bien on prend 5 secondes de pénalité. Tu vois, quelque chose comme ça, qui soit plus cadré. Je sais pas ce que t'en penses. C'est ce que j'allais te dire. J'allais dire, peut-être que alors moi j'ai pas accès à ces données-là et toi non plus. Moi non plus. Peut-être que pour l'instant leur décision c'est sur un multiple de l'anticipation. S'il a anticipé de 7 dixièmes, je reprends celui-là parce que c'est l'exemple qu'on a aujourd'hui. S'il a anticipé de 7 dixièmes, eh ben c'est ça multiplié par 3 et puis on arrondit au supérieur. Bon, je sais pas comment on pourrait arriver à 35 secondes, mais je suis d'accord. Si on prend, je me tirais mal en pied parce que si on prend cette règle du multiple, on voit bien que là elle marche pas. Charles Milesi, il a pas anticipé de 8 secondes quoi. Hein, donc, mais peut-être qu'il faudrait effectivement clarifier la règle. Mais le problème, comme tu l'as dit, attends, je vais te relancer là-dessus. Le problème, comme tu l'as dit, à mon avis, c'est que déjà on travaille avec des fréquences radio où tu as déjà un décalage. Après, tu as l'ingénieur, un être humain, qui envoie cette information. Là encore, en utilisant un moyen qui a un décalage. Et après, tu as la réception dans la voiture et la captation de données, l'acquisition de données, pardon, qui elle aussi peut avoir des ratés. Enfin, faut pas oublier quand même qu'on est dans des voitures qui prennent des vitesses élevées, qui prennent des vibrations. L'acquisition de données, tout comme la gestion électronique de l'hybride, enfin plein d'éléments, sont sensibles à ça. Et c'est loin d'être simple d'avoir une précision vraiment au millième de seconde. De ce que j'en connais en tout cas, c'est beaucoup plus simple d'avoir t'as les bornes sur le bord de la piste et de flasher quand une voiture passe à chaque tour ou de faire des relevés aux différents secteurs, mais les données embarquées c'est un sujet encore plus complexe quoi. Donc c'est vrai que prendre cette décision là-dessus, ou alors faudrait faire tu sais comme dans certains pays t'as un feu rouge, feu orange, feu vert, genre t'as une espèce de delta de sortie de la full course yellow quoi. Ouais, mais ça, il y a déjà, je pense, on le sait pas évidemment, mais il y a quand même déjà une petite tolérance. Après, le truc, c'est que, je voulais rebondir sur ce que tu disais sur ce multiple, il n'a pas anticipé de 8 secondes. Faut quand même que ça reste une sanction. Ça, je suis pas contre le fait que ce soit une sanction. Si la personne Bien sûr. Anticipe, même d'une seconde, eh ben, elle prend 5 secondes. Ça, c'est tout à fait logique, parce qu'il a voulu jouer et il a perdu, tu vois.
Et surtout que les anticipations, c'est des tactical anticipations. Enfin, tu vois, Sarah Bovic, par exemple, qui a dépassé Imola, l'Aston Martin, juste avant qu'il y ait le full course yellow. Tout à fait. Si elle avait coupé, je sais pas, je sais pas s'il y a eu une sanction chez eux, mais je sais pas si c'était pour ça. Je crois que Non, c'était c'est pas. pas pour ça finalement, mais là c'est Voilà. pareil. Parce Elle que aurait pu se si faire elle avait sanctionner. coupé, tu vois, ouais, voilà, si elle avait coupé trop tard, juste pour avoir cette track position, tu vois, il faut une sanction. Enfin, souvent, quand même, c'est des petits, alors, des dixièmes de seconde qui peuvent être gagnés, mais qui sont très importants pour garder une position, pour anticiper un arrow stand. Enfin, je suis d'accord avec toi, il faut qu'il y ait une sanction, Ouais, voilà, c'est ça. de toute Et façon. Sarah, d'ailleurs, je sais plus si on l'avait dit dans un épisode après Imola, parce que je l'ai appris trop tard, malheureusement, après notre enregistrement. Mais la raison pour laquelle Sarah Bovy a été pénalisée, c'est que la voiture est allée à 81 km/h pendant une seconde. Et ça, elle y est pour rien, hein. Je veux dire, elle Ouais, était sur le ouais. limiteur. Et en fait, on se demande encore pourquoi et comment c'est arrivé. C'est ce qui a expliqué cette pénalité de 10 secondes qui a été infligée. Donc voilà, c'était même pas une anticipation ni rien. C'était vraiment Tu juste vois, la on en est, non, gestion mais tu vois où on en est de la rendu quand vitesse. même sur la sensibilité qu'on a. Mais à tel Enfin, point, d'ailleurs à tel point que ouah, les LMP2 ne sont pas limités à 80 en fait. Parce que si ça monte, bah, tu vas pas à 80, mais si ça descend, tu peux aller à 82. Donc en fait, la vitesse sous safety car pour les LMP2, et ça a été annoncé au briefing avant la course, c'était en l'occurrence le cas à Imola, ce sera peut-être le cas aussi à Spa, on était à 77,5 km/h, on n'est même pas à 80, hein. Donc ça peut aussi créer des différences parce que les GT sont un peu plus rapides. Donc finalement, même sous full coursiello, elles ont peut-être nécessité à ralentir un petit peu et ne pas aller jusqu'au limiteur. Donc tu vois, comme quoi ça peut être compliqué. Moi, je sais pas, je pensais à une solution, mais c'est peut-être impossible. Comme sur des kartings, tu sais, de location, à un moment donné, quand tu veux ouais, sanctionner, hop, tu tu coupes la limites puissance. ouais, tu limites la puissance. Est-ce que ça pourrait être possible? Je sais pas. Physiquement et mécaniquement, je ne sais pas. Mais là, au moins, il n'y aurait pas de contestation possible. Dès que tu appuies sur le bouton, les voitures s'arrêteraient. Ça serait peut-être un peu dangereux quand même, mais il faudrait avoir le Écoute, décompte toujours. on a l'impression que ça a été un discours politique, mais j'appelle de mes voeux à un choc de simplification. Parce que franchement, déjà qu'on n'est pas gâté en endurance avec les catégories de voitures, les catégories de pilotes, enfin, tout est complexe en endurance. Et ce genre de règles, c'est très bien pour la sécurité, hein. Je remets pas du tout Bah oui, moi je trouve ça en génial. cause Le full ni le coursiello, full je le trouve génial, coursiello, quoi. ni le... Ouais, virtual safety car, full coursiello, slow zone, c'est complexe, mais je m'y suis habitué et je trouve que c'est une très bonne chose pour la sécurité, pour que parce que on parle quand il y a ça, c'est qu'en fait, il faut que les commissaires puissent intervenir en sécurité, il faut mettre une voiture à l'abri, enfin, donc c'est des règles qu'il faut pas les remettre en cause. Par contre, peut-être juste, certes, on revient de loin, hein. Tu regardes certaines années dans les 24 heures du Mans où la vitesse n'était pas limitée au stand, où tu mettais des drapeaux jaunes mais les mecs freinaient à peine. Remarque, c'est arrivé aux 24 heures de Spa-Francorchamps aussi fin juin, hein, Bien sûr. où t'as un double jaune dans la descente et ça lève le pied, mais enfin non, ça soude hein, quand même. Donc je suis d'accord qu'il faut plus de sécurité, mais sur ce truc-là, peut-être un peu de tolérance. Moi, je trouve ça toujours moche quand il y a des pénalités. Je pense entre guillemets au grand public, enfin aux gens qui nous écoutent. Vous êtes déjà des spécialistes en nous écoutant, mais je pense plus globalement aux gens qui s'intéressent à la course auto. Quand tu as des pénalités comme ça qui tombent, c'est quand même loin du sportif, quoi. Prendre une pénalité pour track limit, ok. Prendre une pénalité pour ça, oui. Mais vraiment, s'il y a un dépassement qui apporte quelque chose de vraiment significatif, tu vois. Enfin, en fait, je sais pas. Je trouve Ouais, je suis on d'accord. est sur trop de détails, trop de règles, trop de complexité, quoi. Ouais, non, je suis d'accord. Si on peut essayer de trouver des solutions, c'est pas mal. Mais d'un autre côté, il y a tellement de variétés aussi en endurance. C'est ça, moi, que j'aime. Donc, pourquoi pas voilà, trouver des solutions comme ce qu'on fait, mais essayer de simplifier un petit peu. Bon, en tout cas, Panis Racing retrouve donc la victoire. Et c'est donc la statistique qu'on avait évoquée pour la structure française, puisque l'Italie leur fonctionne bien. Ils finissaient souvent deuxième et troisième en fait ces dernières saisons. Et le dernier succès de l'équipe, c'était à Monza en 2021. Donc ça fait plaisir aussi de retrouver cette équipe Panis Racing en première position. Charles Milesi qui s'impose donc aussi, ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas réussi à s'imposer parce qu'il n'a pas participé non plus à toutes les courses en ELMS depuis 2021. Mais il était parti en pole. Le meilleur tour en course avait été réalisé par Arthur Leclerc. Et la victoire, donc assez logiquement finalement, cette victoire pour Panis Racing qui se replace au classement et qui donc se retrouve à 5 points de l'équipe Inter-Europol Compétition, un point d'avance sur l'équipe AOBA ITF et 8 points d'avance sur Idexport qui finalement retombe en cinquième position. Ça aurait pu être un triple 4, un puissance 4 pour cette équipe Idexport, mais non. Ça aurait été quatrième à Barcelone, quatrième au Castellet, cinquième à Imola.
Bon, à quand le podium? Peut-être ce week-end à Spa-Francorchamps où ils vont retrouver Paul Lafargue d'ailleurs dans la 28, puisque c'était Marcos Siebert qui avait remplacé le Français qui avait des raisons personnelles pardon, pour manquer cette épreuve. Donc Paul Lafargue sera de retour chez IDEC. On aura aussi, tiens, en termes de changement, le retour d'Éric Trouillet pour l'équipe Ultimate en LMP3, qui a été remplacé le mois dernier avec brio par Paul Lanchère. Donc la Ligier numéro 35, là, aux côtés des frères Lahaye, sera piloté par Trouillet, Lahaye. Et puis, on aura aussi le retour de Ritomo Miyata, notamment. Ça ne sera peut-être pas les seuls changements, mais c'est ceux qui me sont venus vraiment en tête. Miyata, donc dans la Cool Racing numéro 37, qui va pouvoir reprendre sa place, puisqu'il n'y a pas de clash avec la Formule 2. Pour le coup, le pilote Toyota, on comprend mieux, tiens d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, pourquoi le pilote Toyota fait un peu d'endurance, fait un peu de monoplace. A priori, Toyota voudrait bien revenir en tant que motoriste en Formule 1. Donc, c'est peut-être une opportunité pour Ritomo Miyata. Ouais, pendant que d'autres ne sont plus motoristes en Formule 1. Aïe, mais alors, tu vois, tu me fais ouais, non, mais faut bien que je tape sur Alpine dans tous les épisodes quand même. Et ouais, parce que là, on n'est plus, c'est plus l'épisode débrayage dernier jour d'école avec nos anecdotes sur les 24 heures du Mans. Ah non, là, on est revenu dans le dur là. Non, mais ouais, qui a bien fonctionné d'ailleurs. Hein, merci pour vos retours, mais où on était tranquille, tu vois, petite ambiance et tout. Non, là maintenant, on est là pour en découdre. Non, je rigole. Non, mais tu me fais une bonne transition. Parce que ce qui est marrant, je l'avais déjà dit, mais je me répète, mais on aborde Spa-Francorchamps, où moi je t'avoue que je pensais que quand on allait basculer dans cette deuxième partie de saison, on aurait justement Miyata, Fuxa et Jakobsen devant, tu sais, on l'a déjà dit, vrai. Où ils avaient fait une telle démonstration à Barcelone, que ça paraissait évident que ça allait être l'équipe à abattre comme WRT ou comme Prema par le passé. Et finalement, ils sont loin en classement, ils sont 7ème. Attends, mais pourquoi trio, là. Ils ont 2 abandons à leur actif. Au Castellet, problème de boîte. À Imola, abandon parce que eh bien, la voiture s'est crashée sur une incompréhension, on va dire, dans le trafic. A priori, Paul Louchatin aurait été touché par Belen Garcia, qui a voulu bien faire, qui a voulu se décaler. Mais malheureusement, ça fait qu'un seul résultat. Et donc, Fuxa, Jakobsen, Miyata, qui est un super trio. Jakobsen, qui d'ailleurs maintenant, eh bien, on l'avait dit le mois dernier, mais a signé avec Peugeot et donc sera en WEC l'année prochaine. C'est quand même du sacré client. Donc, va falloir reprendre des points, quoi. Je vais faire une phrase à la Anthony Drevet, mais ce classement prouve que c'est la régularité qui paye. Ce sont les équipages qui arrivent à être homogènes et à avoir... J'essaie de faire la voix, mais ça marche pas. C'est vrai, non, ça marche pas. La voix ne marche pas, mais le texte est bon. Voilà, mais en tout cas, parce que tu vois, Aoba ITF, ils sont pour l'instant 3e, tu l'as dit, Letras, Edgar et Kubica, ils font 2 et 3, mais ils payent leur première manche où ils étaient 7e. Donc en fait, il y a vraiment cet équilibre à essayer de trouver, à toujours être bien placé, quitte à pas aller chercher à tout prix la victoire, ou pas sortir, comme tu dis, et au prix d'un abandon, perdre toute chance au classement. En fait, c'est vraiment cette régularité qui paye, un peu à l'image de ce que fait Porsche avec l'équipage de la numéro 6 en WEC, où ils en ont gagné qu'une, mais par contre, ils sont toujours placés, quoi. Ah mais complètement. Ah bah Deletra, Edgar, Kubica, faudra pas les enlever de la lutte pour le titre, ça c'est clair. Non, bien sûr. Ils sont importants. Après, il y a United aussi qui pourrait peut-être revenir avec Hanley, Sato Ogran qui ont terminé sur le podium à Barcelone, qui depuis sont plus trop présents. Imola, ils ont terminé très très loin. Il y avait peut-être des problèmes de top 10, dégradation peut-être de pneumatiques, je sais pas. En tout cas, eux, ils avaient gagné en 2022 quand même chez United. C'était pas le même équipage, mais United, je pense, aurait envie de revenir quand même et de faire un petit retour. Et puis Algarve Pro Racing aussi. Alors c'est pareil. L'année dernière, ils se sont imposés à Spa. Avec Kiffin Simpson, James Allen et Alexander Lynn. Cette année, ils n'ont pas le même trio. Ils ont toujours Lex Lynn, qui est vraiment le patron, j'allais dire. Mais avec Oli Caldwell et Matthias Kaiser, c'est pas toujours très simple. Alors à Barcelone, ça a fonctionné. Ils ont terminé 2. Peut-être qu'à Spa, ça sera le retour d'Algarve Pro Racing. Ou le retour de Nielsen Racing. Ah oui. Ah là, on espère, parce que là, Nielsen Racing avec David Enemeranson, Nico Pino et Will Stevens, en plus, c'est quand même un bel équipage. Ils sont quand même un grand total de 0 points. Oui, c'est ça, c'est les seuls d'ailleurs. Mais c'est dommage parce que c'est. Voilà. Genre de. Enfin, ouais, leur résultat, il n'y a pas un résultat dans le top 10. C'est vraiment la saison 100, mais peut-être que là, la deuxième partie, ça va leur sourire un peu plus. Enfin, ça va jamais aller chercher la victoire non plus. Je pense pas. Peut-être. Ce que je trouve intéressant, pour la victoire ça va être dur, même si Will Stevens et Nico Pino sont quand même ultra forts, il va falloir faire un bon premier relais pour David Enemeranson, mais bon, voilà, peut-être que la pause estivale l'aura aidé,
Je ne sais pas. Exactement, il se sera ressourcé du côté de Exact. sa belle maison aux États-Unis là. Peut-être C'est qu'il vrai. sera en pleine forme. Ah bah, on espère. En tout cas, là, il faudra que là, en fin de semaine, là, il soit en pleine forme. Et, et quand Oui. on fera un deuxième épisode anecdote, je raconterai des anecdotes avec David Heinemeier Hansen, parce que Ah j'en bah, ai avec pas mal pour plaisir. le coup. On le Tu fera vois, en ouais, fin de ça, saison 2. voilà, c'est ça, je me les note. Ou en fin de saison 2024, tiens, pourquoi pas. On Ouais, fera voilà. régulièrement, ça sera des points d'étape, des épisodes anecdotes. Je sais pas si vous appréciez. En tout cas, vous avez apprécié le premier, donc ça déjà c'est une bonne chose. Maintenant, est-ce que vous apprécieriez, pas comment on dit, qu'on en fasse d'autres? Ça, je ne sais pas. On va voir, on va voir. Mais pour l'équipe Nielsen, ouais, il faudra réagir, rebondir. On sait Mm. que la régularité, comme tu dis, est importante. Donc ça, en LMP2, moi, ce que je vois aussi, c'est que c'est super intéressant d'avoir un peloton avec 14 LMP2 Pro et avec 8 LMP2 Pro-Am, parce que ça fait vraiment un championnat très varié, avec des possibilités aussi des équipes de finalement soit terminer deuxième, c'est le cas de Cool Racing, avec notamment la voiture numéro, c'était laquelle, la 47, avec Vesti, Chatin, Garcia. Et puis aussi de pouvoir être des fois en dehors du top 10. Tu vois, ça peut vraiment redistribuer les cartes et c'est pour ça que cette fameuse performance et cette fameuse constance est vraiment importante. Elle est encore plus vraie en LMP2 Pro-Am. Je sais C'est pas si tu clair, veux qu'on bascule sur le Pro-Am ou... complètement, complètement. Bah, là, en fait, si on se lance dans des pronostics, pour ce week-end à Spa, sur le podium, il y aura la Richard Mille by TDS et il y aura la F-Corse, quoi. On l'espère, on l'espère. En tout cas Bah, en pour tout ces cas, deux équipes. c'est eux qui, enfin, ils ont quasiment toujours. La 83 était pas sur le podium au Castellet, mais en tout cas, c'est les équipages qui sont toujours devant. Après, c'est un peu plus disputé, quoi. Après, effectivement, tu as Algarve qui, comme tu dis, bah voilà, reste sur la victoire à Imola. Mais peut-être qu'il y a un quatrième vainqueur différent en 4 courses. On peut peut-être la faire cette saison avec 6 vainqueurs différents. Ça serait bien, parce que autant en LMP2 Pro qu'en LMP2 Pro Am, on a à chaque fois des vainqueurs différents. Donc, Et quand j'étais 3 aussi, hein. et en GT3 aussi, t'as Et en raison. LMP3, je crois. Bon, Non, mais toutes les catégories. Ouais. ça va être dur de faire 6 sur 6 dans chaque catégorie, mais on voit que c'est quand même Ouais. relativement disputé. En LMP2 Pro-Am, si on voulait peut-être estimer un nouveau vainqueur, pourquoi pas Proton Compétition, parce qu'ils partent de la pole à Ouais. chaque fois. Ouais. Bon, ils sont bien aidés par un Giorgio Roda qui est bronze et qui a le niveau d'un bronze plus, quoi. Mais bon, c'est le jeu. En même temps, tu sais, Racing Team Turquie, ils avaient Saïd Yoluç, c'est pareil, hein, Oui, c'était c'est vrai. un bronze C'est plus plus. Bovitière, quoi. C'est niveau, c'est niveau supérieur. Mais ouais, bah de toute façon, moi j'ai souvent. Ah putain, en plus on avait parlé de chez United aussi. Il y a Andy Merrick, on en a parlé dans l'épisode Ouais. avec les anecdotes. Paul Di Resta, comme on l'appelle dans le milieu. Ouais. J'aimerais bien aussi que ça marche un peu mieux pour l'association Schneider, Merrick et Jarvis, qui est quand même un excellent pilote aussi. Qui est Oui, mais là, incroyable. le vrai problème, je pense, vient du pilote bronze. Mais en même temps, c'est normal, en LMP2 Eh Pro-Am, oui, on a eh oui. cette valeur-là aussi qui est importante, mais le rythme de Daniel Schneider, le Brésilien, est quand même un petit peu moindre que Merrick et Jarvis, quoi. C'est pas faux. Enfin, C'est pas même faux. d'ailleurs, pas un petit peu moindre, il est Oui, on va vraiment... pas se plonger dans les datas. Je pense qu'on peut l'affirmer comme Oui, ça. Oui, c'est hein, sûr. voilà. Non, mais après, c'est Ouais, un ouais. pilote bronze, c'est normal. Mais même si on le compare avec John Falb, avec Giorgio Roda, évidemment que c'est difficile la comparaison avec François Perrodo. Tu vois, tous les pilotes bronze finalement de cette discipline, je dirais, sont quand même relativement forts. Il y en a vraiment, allez, deux qui marquent un petit peu le pas. Daniel Schneider dans la voiture de chez United et puis André Slator chez DKR Engineering. Parce que cette voiture, je me dis qu'à Spa, il aurait fallu compter sur elle. Mais avec André Slator qui est un petit peu plus loin, c'était mieux au Castellet. Franchement, c'était vraiment mieux au Castellet. À Imola, il termine cinquième aussi, donc finalement, c'est assez intéressant grâce aux différents safety cars et full course yellow, ils ont pu tirer leur épingle du jeu, parce que c'est André Slator qui a commencé. Alors qu'au Castellet, je trouvais que c'était assez intéressant leur stratégie. Et là, pour le coup, ils ont été piégés par le safety car. Ouais. C'était de faire commencer Jem Bolukbassi, ensuite de faire rouler Lawrence Heur, et de terminer par le pilote bronze. Donc ça aurait pu vraiment payer parce que tu te dis que les stratégies habituelles sont de faire commencer le pilote bronze en fait. C'est vrai. Ah, Donc voilà, de toute façon, c'était une course avec plein de stratégies, hein, entre les vainqueurs inter-Europol qui avaient c'est aussi vrai. fait un choix un peu osé sur les réglages, enfin machin, c'est intéressant. C'était hyper intéressant le Bah recap. là, à Et Spa, du coup, on va voir. vas-y. Ouais, bah ouais, peut-être que l'élément différenciant va venir, comme tu dis, d'un setup ou d'un, je sais pas, ouais.
Bon, alors le LMP3, pareil, on est Pas sur mal. 3 vainqueurs différents Oui. en 3 courses, donc Ah je ouais, ne je peux pas mettrais me bien. prononcer. Allez, à Spa, si on se mouille. Bon, bah, je sais pas si on est très bon dans les pronostics, hein, cela dit, mais en LMP2, je verrais bien une Aoba ITF quand même énervée d'avoir reperdu sous Ouais, tapis vert alors qu'ils avaient gagné sous tapis vert. Peut-être un United Autosport ou un Cool Racing, tu vois, pour gagner. Euh, ouais, je te suis là-dessus, ouais. voilà, la 37. Après, en LMP2 Pro-Am, ouais, ça va se jouer. J'ai bien peur, malheureusement, pour nos stats, qu'on n'ait pas un quatrième vainqueur différent en LMP2 Pro-Am. Je pense que ça va se jouer entre AF Corset et Richard Mille TDS. Ah, les petites pièces sur Richard Mille TDS avec un Grégoire Saucy, Mathias Bech qui accompagne Rodrigo Sales, pourquoi pas. On sait que Spa est un circuit apprécié, donc voilà. En LMP3, petite pièce peut-être sur le team Virage, quand même, qui reste sur une deuxième place, qui a fait premier et deuxième. C'est peut-être l'occasion aussi de rendre hommage. Je ne sais plus si j'ai rendu hommage à Paolo Pinheiro, mais le papa de Bernardo, le directeur du circuit de Portimao, qui malheureusement est décédé. Et donc, bah, c'était l'occasion de rendre hommage à cet homme qui était tellement gentil, vraiment. Adorable. Et son fils, donc Bernardo Pinheiro, fait partie de l'équipage Team Virage. Ça serait un beau symbole de s'imposer à Spa-Francorchamps, évidemment, pour rendre hommage à son papa. Ok, bah écoute, Pourquoi pas? Après, ah, je sais que t'es pas spécialiste de la LMP3. Ah, c'est clair, non À se mais mentir. je suis en train de regarder la liste et je me demande qui sont ces gens. Non, je plaisante. Mais Non, je verrais bien des KR non, aussi. Tu vois, j'en ai parlé en LMP2 Pro-Am. Je me dis qu'en LMP3, les Duquesnes sont pas mal en ligne droite. À Spa-Francorchamps, ça peut payer. Donc, Team Virage, DKR, et puis peut-être un RLR, parce que on sait qu'avec Nick Hadcock et Michael Jensen, Gaël Julien est plutôt à l'aise. je m'en remets à toi. Là, franchement, je m'en remets à toi. On va voir. Après, il y a une équipe qui, depuis le début de saison, fait LMP3 et troisième place quasi à chaque fois. C'est l'équipe Ultimate. Donc, ça peut peut-être être encore un podium pour la famille Lahaye, accompagnée d'Éric Trouillet. Ça serait une bonne chose. Mais là, je dois dire quand même qu'en LMP3, puisque on le dit à chaque fois, mais c'est ultra disputé et vraiment ouvert. Donc, voilà. Si on se risque à des pronostics, eh ben, on n'est pas sûr d'y arriver. Alors, basculons sur le GT3 où Ah, là, t'es plus euh, spécialiste. non, mais il y a une stat qui est intéressante quand tu regardes les classements. Euh, L'équipe Iron Lynx, ceux qui sont en tête, Caldarelli, Hamaguchi et Jeffries, Oui, la Lamborghini, la Lamborghini, ils n'ont gagné aucune course. c'est vrai. Donc, tu vois, ce phénomène de régularité, il est vraiment visible là, alors qu'on est maintenant dans la deuxième partie de saison, puisqu'en vainqueur, il y a déjà eu les Iron Dimes, on s'en souvient, c'était la manche la plus récente. Il y a Spirit of Race qui a gagné, il y a aussi Formula Racing, donc 3 vainqueurs encore une fois en 3 courses différentes. Ouais. Mais les premiers comme les deuxièmes d'ailleurs, puisqu'on retrouve en deuxième une Aston Martin, ils n'ont gagné aucune course. C'est marrant, c'est vraiment cette particularité de cette saison, quoi. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, tu parles d'Iron Lynx, c'est quand même eux qui l'année dernière s'étaient imposés à Spa. Donc pourquoi pas? C'était pas avec la même voiture, c'était avec une Porsche, c'était avec un autre équipage. Mais Caldarelli, Yamaguchi, Jeffries, c'est vrai que depuis le début de saison, ils font pas trop de bruit. Moi, j'en parle dans le commentaire en fait au premier relais parce que généralement Yamaguchi est pas loin de Sarah Bovy, pas loin d'Eric Deboer. On sait que c'est une belle lutte aux avant-postes. On a vraiment trois des meilleurs bronzes là que je viens d'évoquer. Donc Ouais, c'est vrai. Yamaguchi, il est vraiment très fort. Puis après, bah, entre Jeffries et Caldarelli, il faut pas faire d'erreur. Et ils le prouvent depuis le début de saison. C'est vrai que c'est très régulier. Ils ont 7 points d'avance sur l'Aston de Racing Spirit of Léman, qui pareil, hein, eux aussi sont solides, hein. La première course de reprise pour Derek Debourg à Barcelone, c'était un peu plus compliqué, difficile de dépasser, etc. Mais avec Valentin Asclo et Casper Stevenson, ils ont un sacré équipage hein, aussi. Il faut peut-être, enfin le circuit de Spa-Francorchamps a réussi à Aston Martin avec les 24 heures de Spa en juin, Oui. avec l'équipe Come to You. Et peut-être qu'il faut, pour cette première année de l'Aston Martin Vantage Evo, peut-être qu'une petite victoire en ELMS. En plus, ça continuerait notre série de vainqueurs différents, tu vois. Donc moi, Ah, ce serait pas je mal, mets une t'as pièce raison. sur eux. Je mets une pièce sur eux. Ah, t'es bien là. Ouais, j'étais plutôt parti pour me dire qu'en Belgique, Sarah Bovive aurait voulu faire le doublé avec Raël Frey et Mitchell Gatting. Elles ont toujours été à l'aise à Spa. C'est une Porsche qui a gagné l'année dernière en GTE et pas en GT3. Mais je me disais que les Iron Dames étaient sur Mhm. une bonne lancée. Pourquoi pas? Voilà, à Spa-Francorchamps, elles connaissent bien le terrain. Mais ton idée d'Aston Martin me séduit. Bon, eh ben écoute, c'est vendu. Bon, c'est vendu. Donc là, dans quelques jours, on sera au rendez-vous, évidemment, pour suivre tout ça. C'est vrai que
catégorie LMGT3, elle est également très très disputée. Faut pas non plus mettre trop loin, j'allais dire, l'équipe Formula Racing. C'est pas parce que depuis 2 courses, ils sont un petit peu moins bien. On rappelle qu'ils ont quand même gagné à Barcelone avec Konrad Lorsen, Johnny Lorsen, le papa, et Niklas Nielsen, vainqueur des 24 heures du Mans, faut-il le rappeler. Sont bien, hein. Les Ferrari à Spa-Francorchamps, j'ai souvenir en tout cas qu'ils étaient plutôt bien placés. Formula Racing, tiens d'ailleurs, avait terminé deuxième l'année dernière de cette course à Spa. Donc tu vois, je me dis, si on veut un nouveau vainqueur, ce serait pas mal d'avoir Aston Martin, mais attention à la Ferrari de Formula Racing. Non, mais moi, je prends tout nouveau vainqueur à chaque fois que Oui, c'est ça. ça ajoute. Pour nos Tant stats. enfin, si on peut être pour toutes les catégories jusqu'à la dernière manche en Algarve sans connaître le champion, c'est top, quoi. Ah bah c'est Donc, clair. si on peut être comme ça, moi, j'adore. Ah, ça serait bien. Franchement, à mi-saison, on l'a dit, hein, mais il y a 5 points d'écart entre les 2 leaders du LMP2 Pro. Il y a 3 points d'écart entre les 2 leaders du LMP2 Pro-Am. Il y a 2 points d'écart entre les leaders du LMP3. Et 7 points entre les 2 leaders de la catégorie LMGT3. Donc autant dire que vraiment rien n'est joué pour faire des pronostics, j'allais dire, en termes de titres. Hein. Donc c'est Et vraiment... puis moi, ça me plaît. d'autant que le système de points est à peu près cohérent. C'est pas comme l'IMSA où il balance 1000 points au vainqueur et 800 au deuxième. Ah, je rigole, c'est un petit Un parallèle. petit peu moins. Mais ils en donnent beaucoup. Oui, c'est plus cohérent et du coup, on peut plus se retrouver. C'est vrai que c'est le système FIA hein, qu'on connaît évidemment. Donc, moi, j'ai déjà hâte d'être à Spa. Franchement, ça va être top. Avec donc ces 14 voitures LMP2, c'est 8 LMP2 Pro-Am, c'est 10 LMP3 et c'est 11 LMGT3. On est toujours au rendez-vous. Vraiment, c'est toujours très sympathique. Eh ben écoute, j'étais en train de m'étirer, tranquille. Bah oui. Oui, oui, bien sûr, moi aussi j'ai hâte. Écoute, ça me fait plaisir de voir le LMS dans la place, Ah, qui voilà. revient et qui relance un petit peu le cycle des courses, des Ça me fait, rendez-vous ça, endurance, donc c'est bien. Ça me fait plaisir que tu aies en tête ce petit gimmick que j'ai voulu lancer. Et du coup, maintenant, je vais le décliner parce que même en Formule 1, voilà, je me suis dit, en fait, je cherchais, tu sais, une petite phrase pour me dire, bon, allez, il faut donner un petit rendez-vous, quoi. Et je me suis dit, mais en Au fait, je premier l'ai, virage? Ah non, Ouais, non, bah non, mais je donne pas le rendez-vous au premier virage, moi. Je donne le rendez-vous surtout sur la mise en place des voitures sur la grille, ou pas d'ailleurs, parce que en ELMS, le départ est lancé. Mais au moment où les voitures sont en formation, c'est vrai que j'aime bien sortir cette petite phrase. Donc ça me touche, voilà, que tu aies noté écoute. tout ça. Bon, comme c'est la reprise, c'est quoi ton actu? Est-ce que t'as une petite actu pour allez, la fin du mois d'août et le début du mois de septembre? Du Je suis côté du large. Castellet avec les 10 000 tours. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que Voilà. tu m'en avais parlé. Voilà, donc je vais aller faire un tour du côté du Paul Ricard pour les 10 000 tours. Rendez-vous concentration. Direct, c'est sur un parking de un Leclerc. Événement dédié aux voitures historiques, D'accord. donc avec des plateaux un peu plus modernes aussi. C'est un mini Le Mans classique, un mini, tu vois, c'est un rendez-vous comme ça qui est très accessible et qui est toujours apprécié aussi des engagés, des concurrents. Parce que le Paul Ricard, on le dit à chaque fois, mais c'est une réalité, c'est un circuit qui pardonne beaucoup d'erreurs, et quand tu as des gentlemen dans des voitures historiques, il y a une frange aussi de pilotes qui ont des belles mécaniques entre les mains, mais qui n'ont pas envie de les casser, et donc le Paul Ricard, c'est souvent un circuit qui est apprécié pour ça, parce que tu peux aller vite, avoir des sensations, sans risquer de devoir refaire une aile de ta Ferrari ou de ta Porsche. Donc les concurrents aiment bien, et c'est très sympa. C'est vrai, hein, mais tu rigoles, mais c'est vrai qu'en ELMS, c'est pareil. En LMP2 Pro-Am, on avait vu vraiment la différence. Certains bronzes se lâchaient un petit peu plus et on trouvait Ouais. peut-être des limites aussi. Donc c'est important d'avoir des circuits aussi comme le Castellet, parce qu'on parle de circuits à l'ancienne. Ah là, c'est génial. Oui, c'est vrai, mais une variété est géniale. Donc c'est bien d'avoir des circuits comme Imola ou Barcelone, c'est bien d'avoir le Castellet, Spa, Mugello aussi pour le LMS. Là, ça va être génial aussi au mois de septembre, donc là, dans quelques semaines. Et puis Mais la finale à ouais, Portimao, bien sûr. tu vois, j'ai anecdote pilote. Ah, ça y est, J'ai on est le reparti souvenir dans d'une un discussion. numéro spécial. Ah merde. Non, non, mais j'ai un peu assez court, mais j'ai le souvenir d'une discussion avec Dries Vanthoor. On est en GT World Challenge 2022, je crois. Et la manche du Paul Ricard en GT World, les 6 heures, je sais plus ce que c'était, enfin, bref, se tient le week-end des préliminaires des 24 heures du Mans. Ouais. Mais donc un mois avant les 24 heures de Spa. Et en fait, on a une discussion. Je l'ai emmené sur est-ce que c'est bien d'avoir la manche du Paul Ricard
comme ultime répétition avant les 24 heures de Spa. Parce que en fait, la course se termine de nuit au Paul Ricard à l'époque. Et donc il me dit c'est super parce que il y a des pilotes qui n'ont jamais fait Spa, qui sont pas habitués à rouler la nuit, qui du coup vont pouvoir découvrir ces conditions et c'est super. Il me dit par contre, le point qui est pas terrible, c'est que le Paul Ricard, vu qu'il n'y a pas de gravier, qu'il y a beaucoup de dégagement, les mecs qui sont un peu moins habitués, ils se lâchent, et quand ils arrivent à Spa-Francorchamps, c'est plus la même. Donc en fait, il y a un peu ce côté double tranchant, c'est-à-dire que ok, tu te sens à l'aise et tu reprends confiance, mais derrière, si tu retournes sur un circuit un peu à l'ancienne, où il y a des bacs à gravier, et où les run-offs sont assez courts, ça va vite te faire un rappel à la réalité. Donc tu vois, c'est marrant, c'est une bonne préparation dans certaines choses, mais c'est aussi un peu, ça peut être trompeur, quoi. Tu peux partir de là-bas en étant hyper confiant et sur une grosse série. Ouais, je suis un peu sorti à 2-3 endroits, mais ça va. Ouais, mais il y a des circuits où tu peux pas sortir à 2-3 endroits, quoi. Ah, sympa. Ok, donc les 10 000 tours, en tout cas, ça sera la semaine d'après, la semaine prochaine, hein. C'est du 30 août au 1er septembre. Donc Ouais. voilà, moi je serai... Ah oui, ah bah non, mais j'anticipe, pardon. Hein, Non, moi, mais t'as tu sais, raison. tu connais mon actu qui est encore relativement calme. Moi, Non, mais c'est pas ça. Mais ce week-end, tu seras devant les 4 heures de Spa, j'espère, puisque je les commande. Bien sûr, bien sûr. Bon, ça va, tu me rassures, tu me rassures. Parce que moi, ce week-end-là où tu seras aux 10 000 tours, je commenterai la Formule 2, Formule 3, évidemment, sur Canal+. Ça sera la finale, d'ailleurs, de la Formule 3 à Monza. Voilà, sur le temple de la vitesse. Donc, pas mal. Yes. Bon, mon actu, bah moi, du coup, c'est facile, hein, c'est simple, puisque Oui. c'est donc Spa-Francorchamps ce week-end pour le LMS. Et puis, les podcasts trajectoires vont reprendre tranquillement début septembre. Voilà, j'ai décidé, parce que, bon, faut bien avouer, hein, j'ai pris un peu de retard depuis Le Mans. Et bon, la pause estivale a fait du bien, parce que du coup, j'ai mis quelques rediffs et quelques épisodes donc qu'on avait déjà eu, et au moins pour occuper un petit peu sur la plateforme, etc. Donc finalement c'est plutôt pas si mal et donc j'ai envie de dire que voilà, la reprise sera avec le fameux personnage qu'on a bipé le mois dernier mais qui sera bien là évidemment donc pour le premier épisode de la saison 2 si je puis dire de Trajectoire, donc ça va être assez intéressant. Je vais pas vous cacher que j'espère avoir quelques interviews justement en Belgique là cette semaine et cette fin de semaine ce week-end donc pour agrémenter donc encore quelques beaux numéros de Trajectoire. Et puis j'ai un nouveau concept aussi qui là va arriver dans quelques jours. Non. Si. Alors c'est dans le cadre de Trajectoire, mais c'est une petite déclinaison. Donc voilà, j'ai mis un petit peu de temps à la mettre en place et bah, j'espère que cette déclinaison plaira aux auditeurs. Voilà. Bon, on a essayé d'être le plus complet possible. On a fait un peu plus court cette fois-ci pour ce débrief, C'est la reprise, c'est la présentation. Oui, c'est la reprise. Cette présentation des 4 heures de Spa. Mais on se retrouve la semaine prochaine justement pour le débrief de ces 4 heures de Spa, la 4e manche de la saison LMS. Bon, tu seras là, évidemment, fidèle au rendez-vous. Mais moi, je suis toujours, dès qu'il y a l'endurance, je réponds présent, monsieur. Bon, très bien. En fait, ça sera même, j'allais dire, un débrief de Spa-Francorchamps, mais aussi une présentation de l'épreuve de quota hein, en WEC. Donc on fera les deux. Bah non, mais on est... Je te dis, là, c'est quand je dis que c'est la reprise, c'est que maintenant, il va y avoir un rythme effréné. Effréné. Ah là là. Ça n'arrêtera plus, mesdames et messieurs. Bon, bah très bien. Et ben on se retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir donc pour débriefer de cette édition donc des 4 heures de Spa. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais c'est vrai que c'est un retour pour Spa-Francorchamps en août, alors que généralement c'était en septembre. Depuis 2016 en ELMS en tout cas, c'était en septembre. Il y a eu que en août 2020 où on sait que l'année était un petit peu compliquée. Ah ouais, Mais c'était un peu compliqué. c'était en août. Voilà, donc retour en août pour le LMS, l'épreuve de Spa hein, qui a souvent été au calendrier d'ailleurs, hein, entre 2004 et 2011, dans les European Le Mans Series ou Le Mans Series, ou Le Mans Endurance Series. Bref, en tout cas très présente. Et puis il y a eu une petite pause avant de revenir. Et on est content d'avoir Spa-Francorchamps au calendrier, évidemment. C'est toujours une épreuve qui est très suivie. Et voilà, on espère que vous aussi, vous allez la suivre sur la chaîne YouTube de l'ELMS en direct, avec des commentaires français, de préférence. Et puis, Oui. bien sûr, sur l'Endurance Club, avec le débrief qu'on va vous offrir la semaine prochaine. Et d'ici là, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles. J'aime bien, c'est la reprise, hein, ça y est. Hein, T'as raison, il faut reprendre ce discours, ce discours commercial. Non, mais en tout cas, on a eu, je leur dis encore, parce qu'on a eu pas mal de retours positifs, des petits messages, des oui, mais en privé, trucs qui ont été et on envoyés aime bien aussi quand c'est en public, enfin en public, sur les plateformes, pour encourager d'autres personnes qui peut-être ne connaîtraient pas l'Endurance Club. Donc voilà, donc n'hésitez pas à répandre la bonne parole et à faire connaître l'Endurance Club.
Voilà, pour faire partie du club, évidemment. Vous le savez, là maintenant je peux le dire, puisque comme c'est chaque semaine, eh bien, rendez-vous la semaine prochaine. Avec la pause estivale, c'était moins le cas, mais on espère que vous avez donc justement pu prendre quelques belles journées de repos et là d'être prêt, frais et dispo pour cette reprise de l'ELMS. Donc bien sûr, rendez-vous la semaine prochaine, même lieu. Alors je sais pas si c'est la même heure, mais en tout cas sur vos plateformes d'écoute préférées pour suivre donc cette Endurance Club en attendant. Peut-être, bien sûr, on a toujours l'idée, hein, on a pu réfléchir pendant l'été à faire cette version vidéo, cette version donc en plus du podcast pour agrémenter la chaîne YouTube que l'on retrouve d'ailleurs, la chaîne YouTube Endurance Mag, hein, si je dis pas de bêtises, parce que je Ouais, n'y vais pas c'est ça. souvent. Voilà, et ben là on ira plus souvent évidemment et on essaiera de vous présenter des petites nouveautés, on pourra vous illustrer nos propos. Merci Geoffroy. Merci Anthony. Et puis, merci à vous toutes et tous et rendez-vous la semaine prochaine pour un débrief 4 heures de spa et un brief ou une présentation, une preview Prévu. des 6 heures de Kota, les 6 heures d'Austin, donc justement au Texas. Salut à tous!